Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous avons déjà commencé à débattre avec Jérôme Dubu, membre du pôle Idées d'Horizon. Bonjour. Frédéric Fougera, président de Tancan Paris. Et vous avez publié Anthologie de la com aux éditions Bréal, Studirama. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Bonjour. Bonjour à tous. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Israël-Iran, le président Trump a annoncé un cessez-le-feu qui a déjà été violé ce matin. Donc pas sûr que ce soit tout à fait la fin de la guerre. On pourra parler également de la diplomatie française et des déclarations d'Emmanuel Macron qui semblent un peu décalées dans le contexte international. C'est un euphémisme. Pas de bon, cela dit, Trump, si vous avez vu son déclaration, son il n'est tweet, pas décalé, lui, non? Non, il n'est pas du tout décalé. Pas de fumée blanche au conclave. François Bayrou veut une deuxième prolongation avec une conférence ce matin, une annonce à 7h du matin. Enfin, c'est voilà. Et Dominique de Villepin qui lance son parti. Bref, tous ces sujets avec vous. Et on va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Commençons avec vous, Samuel. Oui, alors je souhaite vous parler du Sommet des Libertés qui est organisé ce soir à Paris, au Casino de Paris, à partir de 18h30. C'est une grande soirée qui souhaite mettre en avant donc la liberté comme principe premier en politique et remettre un peu l'idée de liberté dans notre société, d'autant plus qu'on voit des tentatives de censure et puis des attaques contre les libertés publiques. C'est un grand événement qui est organisé par Contribuables Associés, qui est dirigé par Benoît Perrin, également par l'Institut Sapiens d'Olivier Babot. Vous avez aussi le JD News, Périclès de Pierre-Édouard Sterrin, avec de nombreux partenaires. C'est pour ça que c'est une belle soirée. Le Cercle Droit-Liberté des avocats de Thibault Mercier. C'est plutôt très à droite. Oui, il n'y a que des gens de gauche. Je comprends bien. Alors la soirée se déclare libérale. Voilà. Moi je dirais que c'est. J'aime pas tellement utiliser le terme libéral parce que en France il est. Il est assez galvaudé. Mais il a changé de sens surtout. Mais c'est ça, mais il change tellement de sens que finalement personne n'est d'accord sur le terme et on passe son temps à essayer d'expliquer le terme plutôt qu'à dire ce qu'il y a derrière. Et donc vous avez je vous parlais du Cercle Droit-Liberté, qui est un cercle d'avocats qui est dirigé par Thibault Mercier et René Boustany. Vous avez l'Institut de formation politique d'Alexandre Peuzet. Bref, énormément d'acteurs. Et vous aurez cette soirée, notamment Sarah Knafo, qui est l'eurodéputé Reconquête, et d'autres personnalités politiques comme Jordan Bardella, Éric Ciotti, Nicolas Dupont-Aignan, et des journalistes, Christine Kelly. C'est très dommage qu'il n'y ait pas quand même plus de gens de gauche. Oui, c'est dommage. Plus de gens de gauche en plus. Ouais. Alors c'est pas ça, c'est que. En tout cas, ce serait une très belle soirée. Mais vous savez, ce soir, peut-être pas aller jusqu'à la gauche, parce que non, mais si je dis ça. C'est parce que je trouve que ce sont des gens très bien et qui font avancer la cause de l'entreprise. C'est le premier business angel français. Mais par exemple, au nom d'Éthique, ils m'ont demandé de participer. Et Éthique est un mouvement patronal qui se veut apolitique complètement. Et c'était un peu marquant. Et j'ai donc eu le regret de dire non. Parce que j'ai dit, est-ce que vous avez un peu des gens avec qui on peut débattre, etc. Et c'est compliqué. Et moi, je me suis fait déjà vraiment attaqué dans la presse en disant que j'étais une entremetteuse entre la droite et le patronat. Et donc là, je m'adresse aux journalistes qui veulent absolument. J'ai eu un coup de fil de l'Humanité qui me demandait si je parlais à Ciotti. J'ai dit, je reçois Fabien Roussel à Éthique dans 15 jours, et c'est insupportable de vouloir mettre les gens dans des cases. Et donc, c'est une belle initiative. Si elle avait été plus ouverte, Éthique aurait été ravie d'y participer. Allez, je comprends en tout cas, c'est ce soir au Casino de Paris à partir de 18h30, belle soirée, beaucoup de monde, et j'espère justement qu'on va retenir l'idée de liberté, à la fois pour l'entrepreneuriat, mais aussi pour les individus. Bien sûr. La première des libertés, c'est la sécurité. Un petit tacle à notre ami Frédéric Fougera. Vous étiez la semaine dernière très content d'annoncer des bénéfices, des retombées positives des Jeux Olympiques. Et patatras, c'est la Cour des comptes qui annonce que le budget a explosé, un coût de 6 milliards pour les finances publiques. Une facture, surprise, beaucoup plus salée que prévu. Alors que le COJO, effectivement, se félicitait d'avoir dégagé un excédent de 67
76 millions d'euros, mais ça a coûté très très cher aux contribuables français néanmoins, Frédéric. Alors, patatras, rien du tout, Valérie, je suis désolé, parce qu'on associe deux choses qui n'ont rien à voir. La première chose, c'est ce que j'évoquais la dernière fois, c'était les retombées directes des jeux, et ça, parfois, il n'y en a aucune, et là, il y en a eu effectivement, et plus que prévu. Mais pas pour on peut pas le comparer pour les contribuables français. On peut pas le comparer avec le coût, qui lui, évidemment, est énorme, et manifestement, qui aurait dérapé, même si les chiffres sont légèrement contestés, parce que, par exemple, les effectifs de police, on compte l'intégralité du coût de la police, qui de toute façon a été payé Jeux ou pas Jeux Olympiques. Mais oui, les Jeux Olympiques, ça a un coût très élevé, apparemment plus élevé que prévu, mais ça n'est pas à mettre en rapport avec les bénéfices, les retombées directes que j'évoquais la dernière fois. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais 76 millions face à 3 milliards, voire 6 milliards. Oui, mais ce ne sont pas deux chiffres comparables. C'est pas comparable, sauf que les 78 millions, ils vont rien rapporter aux contribuables français, que les Jeux, on va devoir les payer. Enfin, non, mais si on compare je soutiens un peu ce que disait notre ami. Et donc, je conteste pas ce que dit Valérie. Non, mais c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que c'est difficile à comprendre, mais en réalité, le budget dépenses-recettes n'a pas dérapé. Et dans le budget des dépenses, il y avait tout ce dont on a parlé, évidemment. Et dans le budget des recettes, il y avait la partie étatique. Ouais. C'est-à-dire la participation de l'État français et d'un certain nombre de choses sur la réalisation d'équipements. Bon, il est à 5 milliards, il avait été prévu à 5 milliards, il est à 6 milliards. Donc 3 il y a milliards, eu... je crois, non, il y a eu à peu près, parce que ils mettent la Cour des comptes met un certain nombre de choses qui ne relèvent pas de l'investissement. Mais sur l'investissement, il n'y a quasiment pas eu de dérapage. C'est quand même extrêmement... on s'est réjouit qu'il y ait des pertes, comme c'est formidable. C'est comme, non, il n'y a pas de pertes. C'est quand même extrêmement... c'est quand même extrêmement rare dans l'organisation des Jeux Olympiques. Moi, j'ai de souvenirs de deux organisations qui ont été bénéficiaires, mais largement, c'est Atlanta. Oui, Atlanta qui a été très bénéficiaire, mais à cause des sponsors, et Londres, qui n'a pas dérapé. Ouais. C'est le troisième où il n'y a pas eu de dérapage. Voilà. Allez, on va marquer une pause. Je vous trouve très généreux. Marquer une pause, juste la baignade dans la Seine entre 200. Voilà. Oui. Allez, on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et de retour avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Jérôme Dubu, membre du Polydé d'Horizon, Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris. Vous êtes spécialiste en communication. Vous avez publié également Anthologie de la com aux éditions Bréal Studirama. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Nous allons revenir sur l'annonce du cessez-le-feu déjà violé, annonce faite par Donald Trump hier soir. Pas de fumée blanche au conclave pour les retraites, et Dominique de Villepin qui lance son parti, et on vient de l'apprendre. Boualem Samsal comparaissait, vous le savez, aujourd'hui en appel devant un tribunal algérien, et aujourd'hui il vient d'être 10 ans de prison ont à nouveau été requis par le tribunal. 10 ans de prison requis, donc ça ne veut pas dire qu'il sera condamné, mais néanmoins on peut s'interroger sur la diplomatie française et sur l'absence. Il n'a pas le droit d'avoir un avocat français qui n'a pas eu ça. Il n'a pas le droit de rentrer. Parce que juif, Monsieur Zimray, c'est ce qui a été dit. Donc on peut peut-être en dire quelques mots en préambule. Alors Valérie, je voulais d'abord réagir sur les JO et ensuite parler de Boualem Sansal. Sur les JO, je pense que le politique ne peut agir. Nous tous, nous pouvons agir que sur l'avenir et pas sur le passé. Les JO ont eu lieu. D'accord ? C'est une grande réussite, franchement. Il y a évidemment des choses qui peuvent être reprochées dans la cérémonie d'ouverture, mais dans le monde entier, on ne retient pas ça. On retient les images magnifiques de la Tour Eiffel, des athlètes, de la compétition, des records. Et donc, les JO de Paris, c'est quelque chose d'exceptionnel pour le monde entier. Maintenant, notre rôle, c'est, si je puis dire, de le vendre, de garder cette marque-là, de continuer à vendre l'image de Paris qui fait venir des gens en France. Et donc, le rôle, ça doit être ça. Et pas s'autoflageller, critiquer. Oui, le coût est élevé, mais on peut vraiment, pour l'influence de la France et pour des gains directs et indirects sur le très long terme, profiter de ces JO. Donc, profitons-en, faisons parler de la réussite des JO de Paris le plus longtemps possible. Ne soyons pas rabat-joie. Non, mais en revanche, 2 milliards, 2 milliards, c'est ce qui était prévu. On est à 6 milliards. On est quand même dans une situation, et on l'était déjà il y a quelques années, on peut le dire,
Non, mais ici, on a souvent débattu avant les JO, en 2000, l'année dernière, avant qu'ils se passent. Il y avait tout un tas de gens qui, effectivement, les critiquaient. Bon, maintenant, on les entend moins. Tant mieux. Ça veut dire que ça a été une réussite. Ça a été une réussite. Vous avez parfaitement raison. Donc, ça a été une réussite sportive, ça a été une réussite en termes d'investissement, parce que on nous dit 5 milliards, 5-6 milliards. Mais il y a du patrimoine derrière. C'est pas des dépenses de fonctionnement. Oui, vous avez raison. Il y a des piscines olympiques, des bâtiments. Il y a un nouveau Bercy, porte de la Chapelle. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été... Il y a un nombre de touristes à Paris en ce moment, et puis, il y a mais des touristes c'est qui incroyable. reviennent, largement. Voilà. Bon, donc, acte. Voilà, il faut prendre tout ça en compte. Juste une petite réflexion sur Paris. Moi qui suis toujours grognon, je voyage pas mal en Europe et je peux vous dire qu'il n'y a pas une ville aussi sale que Paris. Il n'y a pas une ville aussi dégueulasse que Paris. Il n'y a pas d'autre mot. La municipalité actuelle n'arrive pas à faire de Paris une ville propre. Vous allez dans des villes d'Italie, du sud de l'Italie, qui sont réputées pour être... On a beau se moquer de Naples, finalement. Absolument. Mais c'est ça. Alors, oui, Boualem Sansal, parce que donc... Écoutez, rapidement, on voit notre président Emmanuel Macron s'agiter à droite et à gauche. On a l'impression qu'il touche plus trop le sol. D'ailleurs, les Français n'écoutent pas trop. Il fait des audiences relativement faibles à la télévision. On va en reparler. Et là, sur Boualem Sansal, on aimerait qu'il s'y intéresse davantage. Il faut peut-être rappeler à M. Macron que Boualem Sansal a la nationalité française, qu'il est prisonnier clairement en Algérie, que on a des ministres qui ont joué les durs, qui ont montré les muscles vis-à-vis d'Algérie, puis maintenant plus rien. Quid des accords avec l'Algérie, quid des personnes qui viennent se faire soigner en France à nos frais. Qu'est-ce qui va se passer ? Pour l'instant, on a l'impression qu'encore une fois, on courbe les chines. Alors en fait, il n'y a pas de demi-mesure. Étant donné ce qui arrive avec cet écrivain qui est français, algérien, d'une nationalité, le fait qu'il soit malade, 80 ans, cancer... Le problème pour Emmanuel Macron, c'est que où on rompt les accords avec l'Algérie, c'est la seule chose à faire. On n'accepte plus d'Algériens et on rentre dans une guerre diplomatique, si je puis dire. Mais je trouve là que ça finit par être très inquiétant et humiliant de ne pas tirer d'affaire un ressortissant français de cette qualité. Oui. Non, on en avait parlé déjà la semaine dernière. Moi, c'est toujours un mystère pour moi de voir l'incroyable soumission de tous les gouvernements français face au pouvoir algérien depuis 1962. Alors on a peur de nos populations peut-être. Mais je ne sais pas de quoi on a peur. Mais en 62, le problème était le même. Et en 68, c'est quand même Georges Pompidou qui était un président réputé pour être fort et quand même assez dirigeant à l'époque, qui a signé ces accords invraisemblables avec l'Algérie. On a une soumission invraisemblable de tous nos gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, vis-à-vis du pouvoir algérien. Parce que les Algériens sont des Français qui habitent en France et on a peur d'eux. Mais non, mais à l'époque, il n'y avait pas autant d'Algériens que maintenant. C'est très grave. Pardon, mais c'est extrêmement grave parce que les personnes qui sont concernées, qui sont humiliées par ça, c'est pas seulement les quelques ministres qui sont au gouvernement, c'est l'ensemble des Français. Le gouvernement, le président de la République, les députés sont là pour nous représenter. L'Académie française, tous. C'est insupportable de se sentir, vous l'avez dit, soumis comme ça. Alors, on a l'impression de se prendre des coups systématiquement, qu'on se moque de nous, qu'il y a des appels à la haine contre la France, des influenceurs algériens qui appellent à des attaques en France. Non, mais pour moi, c'est un grand mystère. Interdire son avocat français de venir le défendre. Mais même en termes de communication, pour le coup, c'est-à-dire qu'on a vu le ministre Barros s'agiter pour des ressortissants, même en Iran. On n'a pas, pendant 3 ans, Bruno Retailleau nous avait dit, il avait identifié une 60aine de gens d'Algériens qui devaient repartir, qui étaient en OQTF, qui étaient supposés dangereux, très dangereux même. Il y en a un certain nombre qui étaient en liberté, nous a-t-il dit, qui n'étaient pas du tout incarcérés. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Mais on est incapable de renvoyer quelqu'un. Frédéric Fougerin. Mais c'est vrai que la diplomatie, on voit qu'avec l'Algérie, on a du mal. Mais ça c'est un fait. Mais vous évoquez la question de la communication. La communication, apparemment, sur ces sujets-là, elle est davantage faite pour exister que pour être efficace. En matière de diplomatie, c'est plutôt la discrétion et donc un travail que nous ne devrions pas voir. Nous ne devrions voir que les résultats. Alors qu'en fait, on voit beaucoup d'agitation. Alors, est-ce que c'est parallèle au travail ? Est-ce que c'est à la place du travail ? Je crois que c'est parallèle quand même. Mais voilà, c'est plutôt pour que les politiques existent plutôt que pour qu'ils soient efficaces. C'est ça qui est regrettable. On fait pas beaucoup de communication normalement sur les questions diplomatiques. Donc, ce sont les réquisitoires
en tout cas le réquisitoire qui a été prononcé ce matin à Alger, ça avait déjà été le même la première fois. Il a été condamné à 5 ans de prison. On espérait qu'à l'occasion il y a une fête, je crois, demain, le président doit s'exprimer, une amnistie, on verra. Continuons rapidement autour de table. Sophie, coup de gueule? Coup d'étonnement. Ouais. Pas loin du coup de gueule. Je suis très étonnée qu'il y ait un sous-préfet qui étrille littéralement les contrôleurs de la SNCF. En l'occurrence, le sous-préfet dit que Trenitalia, le salaire des contrôleurs est plus élevé et les Français s'en sont plaints par rapport à la SNCF. Et il disait, je comprends parfaitement la différence de rémunération. Car nos contrôleurs se cachent pour pas bosser. Sur Trenitalia, on est accueillis avec des gens souriants qui nous aident, qui proposent des services que nous sommes incapables d'offrir. Et ce que fait un contrôleur de Trenitalia et ce que fait un contrôleur français, explique-t-il dans un fil de commentaires au sujet du salaire des chefs de bord, il dit, je comprends la différence. La seule chose faite par le contrôleur de la SNCF est d'avoir dormi dans son compartiment, travailler, y compris en m'emmenant mon repas à ma place, en ramassant les déchets, en contrôlant 2 fois plus vite un wagon, en réglant 2 coups de cuillère à peau les petits soucis des passagers. Alors, c'est assez étonnant, mais d'abord, merci à la concurrence. Je pense que la concurrence a toujours apporté des comparaisons utiles. C'est vrai que moi, je prends l'Iria pour aller en Suisse et Trenitalia pour aller... Je préfère, il y a un vrai service. Et que la SNCF, en dehors d'une très bonne communication sur leurs horaires de grève, à la veille des vacances, ils sont pas là pour nous aider. Et donc, j'étais quand même assez... finalement, assez impressionnée, mais qu'un sous-préfet dise ça. Ouais. Il y a du courage. C'est qui ce sous-préfet? Je vais vous le dire tout de suite. On le sait pas. Le sous-préfet. On peut il s'appelle Philippe Deschamps, sous-préfet de Thionville. Ah, de Thionville. On peut s'étonner aussi. Alors il y a quelques histoires qui ressortent. Vraisemblablement, non? Non, le service n'est pas qu'à droite. Non, mais oui, le service n'est pas qu'à droite. Mais on peut s'étonner aussi de la verbalisation, enfin de l'intransigeance de certains contrôleurs, avec quelques affaires qui sont ressorties quand on voit des incivilités, des gens qui ostensiblement ne payent pas et qu'on laisse tranquille. 130 € pour mon petit chien qui a 30 cm parce qu'il n'avait pas de muselière. Il ne sait même pas ouvrir la bouche, sinon pour lécher. Non mais voilà, et vous avez des individus qui gesticulent et qu'on laisse tranquille parce qu'ils n'ont pas forcément le bon profil. Mais je vois cette femme qui a pris un train plus tôt parce qu'elle avait une chimio et qu'elle n'avait pas pris le bon train. Il y a un autre garçon qui lui en plus a eu droit à insulte. Il y avait un écart de 5 centimes et on l'a verbalisé, on lui a fait coller une amende de 50 €. C'est quelqu'un qui fait partie des grands voyageurs. J'ai vu sur les réseaux, je le connais pas, des grands voyageurs. Il y a une question à se poser quand même sur la verbalisation et sur les priorités. Et les priorités, absolument. Il y a un double souci, c'est que on a du mal à savoir si on est simple contribuable vis-à-vis de la SNCF ou si on est client. Et finalement, on a l'impression de perdre des deux côtés, puisqu'on n'est pas vraiment, et c'est ce qu'on se reproche à la SNCF, ce que vous disiez en termes de qualité de service, ou dans d'autres pays, alors souvent on compare au Japon, mais le Japon, c'est le service quand même. En fait, on peut avoir l'impression de ne pas être forcément très bien traité. Et surtout, il y a, vous le disiez Valérie à l'instant, des injustices très claires entre, tout le monde le sait, des personnes qui voyagent gratuitement, qui donnent des noms complètement bidons, inventés, qui sont jamais inquiétés pour quoi que ce soit, et d'autres personnes qui vont être verbalisées très lourdement, sans qu'il y ait de compréhension. Donc on n'a pas l'impression toujours que le personnel soit là pour aider, mais pour verbaliser. Fort avec les faibles, on connaît fort avec les faibles. Mais ça, c'est une politique, pas des agents individuellement. C'est d'abord une politique de l'entreprise qu'on peut questionner. Bon, on va marquer une petite pause, vous pourrez réagir. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on continue nos débats. On a eu le coup de gueule de Sophie. Frédéric, vous, c'est un coup de gueule. Alors, décidément, ce matin, on est ronchon. C'est peut-être moi qui influe sur vous. Coup de gueule. Non, j'ai même pas dû être influencé. Alors, c'est un coup de gueule du quotidien. On a parlé de la ville de Paris tout à l'heure. Un coup de gueule contre la mairie de Paris. Alors, non pas pour la propreté, même si effectivement, il y a beaucoup à dire. Encore ce week-end, il y avait beaucoup à dire. Un coup de gueule, mais qui peut rendre service aux Parisiens, ainsi qu'à nos amis provinciaux, aux touristes qui pourraient se rendre sur la capitale.
total. Et je voulais vous poser une question. Alors attention, il y a un piège. C'est, savez-vous si les parcs et jardins sont autorisés aux chiens à Paris? Oui non. ou non? Non. Et donc, il y a un piège, parce que la réponse est... Ça dépend. Oui, et ça dépend de quoi? Eh bien, cela peut juste, par exemple, dépendre de l'entrée du parc que vous utilisez. Alors, ne souriez pas, parce que c'est très sérieux. Enfin, ça doit être sérieux pour les gens qu'on paye avec nos impôts pour nous compliquer la vie. Il y a un chien barré devant tous les jardins. Quotidien. Ouais. Exemple, Parc Monceau, Paris 17e. Les chiens sont autorisés si vous accédez au parc par les grandes portes, mais ils sont interdits si vous accédez au parc par les petites entrées. Parce que les chiens sont autorisés dans les grandes allées, mais sont interdits dans les petites allées. Et au Luxembourg, ils ont une Alors, zone. autant, Sophie, on peut comprendre que les pelouses soient par exemple interdites pour des raisons d'hygiène, pour permettre aux enfants de jouer, aux adultes de s'asseoir dans l'herbe, et puis qu'à côté, il y ait des enclos qui soient réservés pour permettre aux chiens de jouer. Autant, on peut aussi en profiter pour rappeler au maître qu'on ramasse les déjections. On a même le droit d'arroser les urines de son chien avec un peu d'eau savonneuse. Dans plein de pays, les gens se promènent avec une petite bouteille pour cette question d'hygiène qui nous échappe. C'est bien compliqué. C'est possible dans plein de pays dans le monde, donc je pense qu'on n'est pas si on rentre par les entrées, on n'est pas plus bête que les autres pour ce qui est de l'hygiène. Mais voilà, mais pour ce qui est de l'autorisation de chiens dans certains parcs, eh bien, suivant l'entrée par laquelle vous allez accéder au parc, eh bien, vous allez avoir l'entrée libre y être autorisée, ou alors vous allez avoir des agents municipaux en embuscade qui vous attendent pour éventuellement vous verbaliser. Voilà. Mais il faut quand même ajouter. Moi, je suis un praticien avec mon chien du parc Monceau, donc vous connaissez bien. Je suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Non, moi non plus. Bon, d'abord, c'est bien qu'ils soient en laisse. Première. Bon, alors, je n'ai pas du tout parlé de la laisse. Donc, oui, mais ils sont en laisse. Il faut quand même le préciser. Donc, vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec ce que j'ai dit. Il faut préciser à nos interlocuteurs qu'ils sont en laisse. Premier point. Ils ne sont pas en liberté, les chiens. Deuxième point, il y a effectivement les allées principales qui sont réservées aux chiens et les allées secondaires sont réservées aux piétons. Je trouve ça parfait. Et troisièmement, il y a tous les matins, pendant une période limitée, puisque c'était 2 mois, mai et juin, au parc Monceau, entre 7h et 9h, j'y suis allé ce matin, donc je peux en parler assez sciemment. Entre 7h et 9h, une zone réservée aux chiens. On peut les lâcher à condition de tout ramasser, bien évidemment, et de faire en sorte que ce soit propre quand on part. Voilà. Donc, Luxembourg et Tuileries aussi. Je vois pas où est la critique. Non, mais je vois pas non plus où est la contradiction, puisqu'il n'y a rien de contradictoire avec ce que je dis. Ce que je dis juste, c'est que on prend un plaisir dingue à compliquer la vie des gens, et j'en ai été témoin. Je n'ai plus de chien depuis longtemps. J'ai été témoin de gens qui étaient stupéfaits de dire, bah non, je viens tous les jours au parc. Ah bah non, vous n'avez pas le rentré là. Ah bah oui, aujourd'hui je suis rentré par là. Ah bah oui, mais à chaque fois que vous rentrez dans le parc, il faut lire l'intégralité des conditions d'accès. C'est tout. Oui, mais dans quel monde on vit si à chaque fois qu'on rentre dans un parc, il faut lire le règlement intérieur pour savoir si ce jour-là je dois rentrer dans le parc ou pas. On est écouté partout en France, donc. Mais ça peut, c'est le genre d'absurdité des mots bureaucratie. On peut malheureusement les retrouver ailleurs. C'est parfaitement respecté d'ailleurs. Il n'y a pas de dérapage. Bon, Jérôme, coup de gueule. Je laisse mon chien à la niche. Jérôme. Et je passe à des choses plus sérieuses. Et en muselière. Non, mais le quotidien des gens, c'est sérieux. À force d'être emmerdé toute la journée. Je vois les gens qui promènent leurs chiens, ça leur pose pas de problème. Oui, moi j'y arrive très bien. Alors, Jérôme. Bref, peu importe. Coup de gueule. Oui, coup de gueule sur la diplomatie française vis-à-vis du conflit israélo-iranien. Parce que M. Barrot nous a, depuis 15 jours, donné un certain nombre de déclarations qui me laissent tout à fait pantois. Il a commencé par nous dire que... S'il y avait depuis 15 jours, pardon. Oui, enfin, je parle du conflit israélo-iranien, parce que effectivement, il y en a eu un certain nombre avant. Il a commencé par nous dire la chose suivante. Au fond, il faut d'abord bombarder uniquement les installations nucléaires de l'Iran. Bon, premier point. Là, ils étaient d'accord en disant, au fond, effectivement, Israël a le droit de se défendre, et donc il faut faire en sorte que ces installations n'aillent pas jusqu'à l'obtention de la bombe nucléaire pour l'Iran. Premier point. Deuxième point, la position a évolué. Il nous dit maintenant, et hier, c'était avant le cessez-le-feu, hier on a eu droit à un festival de déclarations, il nous dit non, arrêt de toutes les bombardements, y compris sur les sites nucléaires. Et ce qui s'est passé ce week-end avec le bombardement américain sur les 3 installations nucléaires est parfaitement illégal, nous a-t-il dit. Parfaitement illégal. Reprenant les propos du président Macron en disant qu'il avait dit qu'il n'y avait aucune légalité sur ces bombardements. Il n'y a pas de légalité à ces frappes. Voilà. Aucune légalité. Donc c'est dans la cohérence gouvernement-président. Bon.
Et puis il nous a dit encore hier que le bombardement sur la prison de Evin, qui est une prison épouvantable, était un scandale parce que nous y avions 2 ressortissants. Voilà. Donc, on en arrive au principe d'une acceptation des bombardements sur les sites nucléaires à plus de bombardements du tout, en disant tous les bombardements qui ont été faits sont parfaitement illégaux. Et on nous dit, alors ça c'est le en même temps que je connais bien, on nous dit en parallèle, ah oui, mais il faut que l'Iran renonce à son nucléaire militaire. C'est parfaitement incohérent. Ça fait 49 ans que les mollahs sont là. Ils ont commencé leur programme nucléaire, c'était encore l'ayatollah Khomeini en 88, parce qu'il a vu les bombardements sur Hiroshima, il a dit c'est ça que je veux. Bon, c'était en 88. Depuis 88, le programme nucléaire iranien a largement évolué. Il a progressé, il s'est développé, tout ceci en parallèle de négociations que nous menions. Bon, donc si M. Barrot n'a pas compris que la négociation avec des gens qui veulent détruire un État et leur État voisin, c'est impossible, moi je lui demande de relire bien les déclarations de la Constitution iranienne actuelle. C'est clair, c'est net, c'est écrit noir sur blanc, destruction d'Israël par tous les moyens, y compris par les moyens nucléaires. Donc si vous voulez, on ne peut pas négocier avec ce genre de personnes qui veulent votre destruction. Si votre voisin veut vous tuer, vous n'avez pas négocié avec lui, c'est assez clair. On a noté aussi la diplomatie d'Emmanuel Macron, qui parle à ses amis du Qatar en déplorant les frappes qui ont eu lieu contre le Qatar. Oui, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a un peu de mal à comprendre ce 2 poids 2 mesures de la légalité ou non des frappes. À partir du moment où on frappe le Qatar, c'est légal, c'est illégal, mais si Israël frappe l'Iran, c'est illégal. Je voudrais dire d'abord qu'on commente indéfiniment des situations qui sont... je me suis beaucoup amusée en écoutant les commentateurs en disant il prend 15 jours de réflexion, Trump. Alors pourquoi les 15 jours peut-être 14, non mais ça va être ça. On en a eu pour des heures, il a attaqué le soir même. Bon. Et je trouve que déjà les commentateurs pourraient avoir la modestie de penser que Trump est assez imprévisible et ne va certainement pas annoncer la date à laquelle il va attaquer l'Iran. Bon. Ensuite de ça, alors, je ne comprends pas toujours l'attitude de Macron, mais il y a un truc qui est clair, c'est qu'il explique depuis le début qu'il faut un cessez-le-feu, et je trouve pas anormal, alors qu'il y a des blessés, des morts, des attaques, que le président de la République réclame tout ce qu'on peut faire pour un cessez-le-feu. Je vous signale qu'il dit ça depuis toujours, et que qu'est-ce qu'a annoncé Trump ? Brutalement, cessez-le-feu. Oui, donc il a fait après avoir frappé, après avoir bombardé. Bah oui, parce que si on avait écouté Macron, il n'y aurait pas eu de bombardement américain. Je ne sais pas. Je voudrais continuer 2 secondes en disant que c'est vrai qu'on peut se réjouir qu'on ait bombardé des installations iraniennes. Je n'en suis pas si sûre, étant donné la réaction des Iraniens qui en plus a décidé que le cessez-le-feu, ils n'en avaient rien à faire et qui continuent à attaquer. Je trouve que on est un peu léger, on a un embrasement qui est terrible. Quant au Qatar, on peut aussi dire que Macron soutient le Qatar. Forcément, il paie tous nos clubs de foot et de tout. Mais au-delà de ça, non, que le PSG, quand même, que le PSG. Mais enfin bon. C'est déjà pas mal. Au-delà de ça, le Qatar a soutenu Israël. Donc, c'est un peu. Là aussi, c'est dur en même temps. Oui, Sophie, vous commenciez votre propos en parlant des commentateurs. Oui. Moi, ce que je crains, c'est que notre gouvernement et notre président de la République ne passent que pour des commentateurs dans le monde entier. Et à mon avis, ils ont oublié un petit détail. C'est que la source de légitimité, elle a été renversée depuis quelques siècles. La légitimité, elle vient plus de Dieu. Elle est populaire. Et les pays étrangers voient très bien que Macron n'est pas soutenu par le peuple. Donc il n'y a pas juste le PIB de la France qui compte. Quand on regarde un pays étranger, vous avez vu tous les commentaires des Français vis-à-vis de l'élection américaine et des élections dans le monde, à chaque fois on commente, et dans les autres pays c'est pareil. Giorgia Meloni, on sait qu'elle est, par exemple, je prends un exemple parmi tant d'autres, qu'elle est soutenue. Mais les pays étrangers, ils voient aussi qu'Emmanuel Macron n'est pas soutenu. Moi, l'appel que j'ai envie de passer, c'est... redescendez s'il vous plaît un peu sur terre, préoccupez-vous des problèmes du quotidien, dont on a parlé d'un des problèmes du quotidien, on a parlé de la sécurité, etc. Il n'a plus le droit, il est président de la République, il a le droit de s'occuper que des affaires étrangères. Il est totalement satellisé, et non seulement ça coûte aux Français au quotidien, mais ça coûte pour la voix de la France dans le monde. Et on rappelle que Boualem Sansal est toujours emprisonné, qu'il est emprisonné pour des mots, pour des idées. C'est un écrivain qui est traduit dans des dizaines de langues, salué par le monde entier, et il est depuis 7 mois dans une cellule. Et je rappelle que
La justice algérienne vient de requérir 10 ans de prison à nouveau pour Boualem Samsal. En lui refusant son avocat. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Retraite, on en parle ce matin évidemment. Échec du conclave sur les retraites. Comme c'est bizarre, comme dirait Éric Zemmour. Le Parti Socialiste affirme qu'il ira vers la censure du gouvernement si François Bayrou ne donne pas le dernier mot au Parlement. François Bayrou qui est intervenu ce matin pour donner une nouvelle chance. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire, Jérôme Dubu, de cet échec prévisible du conclave? Oui, c'était prévisible tellement les points de vue étaient totalement différents et inconciliables. Moi, je pense que dès l'origine, il y avait un péché originel qui était de remettre en cause ce qui avait été non pas voté mais adopté, puisque c'était par le 49.3 sur la loi Borne. Car en réalité, la loi Borne avait déjà fait l'objet, sur les 64 ans, il n'y avait pas que ça, avait déjà fait l'objet de beaucoup de négociations, contrairement à ce qui avait été dit. Et on voit aujourd'hui dans les rapports du corps ou de la Cour des comptes que même avec ce report à 64 ans, on est déjà en déficit. Bon, et ces déficits, ils sont dus au fait qu'il y a eu beaucoup de concessions à ce moment-là. Là, l'objectif du conclave, c'était de faire encore des concessions sur de revenir sur cette loi qui avait été adoptée. Bon, sous prétexte que c'était le 49.3, qu'elle n'avait pas été votée. Alors les syndicats ont fait un pas. Alors il y en a 2 qui sont partis. Ceux qui sont restés ont fait un pas en disant on ne fait plus des 64 ans une ligne rouge. On est d'accord là-dessus. Et le patronat avait fait un pas sur réouvrir la pénibilité, qui est une boîte de Pandore, parce que je le rappelais tout à l'heure à nos amis, en 2014, lorsque François Hollande était président de la République, il y a eu une négociation sur la pénibilité, et on a inscrit dans la loi 10 critères de pénibilité. Dans les entreprises, ça a été un tollé, parce qu'on savait très bien que les 10 critères, c'était absolument impossible à appliquer. Macron arrive, on est revenu à 4 critères de pénibilité, ce qui était plutôt plus simple à appliquer dans les entreprises. Et ça fonctionnait plutôt pas mal. Là, je vois qu'on était prêt à revenir sur ces 4 critères, donc à complexifier encore ce qui était devenu applicable et à faire en sorte que ce ne le soit plus. Donc, moi, je crois que finalement, cet échec, c'est plutôt un bien. C'est plutôt un bien, voilà. Mais bon, alors est-ce que je peux dire un mot? C'est plutôt un bien parce qu'on ne revient pas sur les 64 ans, que enfin on dit les 52 aussi, Non, mais la pénibilité, c'était quand même un point. Mais oui, mais pas avec 10 critères de pénibilité, c'est inapplicable. Pardonnez-moi, Sophie, Jérôme, vous qui connaissez bien le sujet. J'ai l'impression que le sujet est malheureusement ailleurs. Nous avons, depuis l'après-guerre, les mêmes syndicats qui ne représentent personne. Les Français ne sont pas syndiqués. Nous avons le MEDEF qui est devenu une administration parallèle. Mais non, mais en tout bien, tout honneur. Ça veut dire quoi, parallèle ? Ça veut dire qu'elle essaie de travailler avec les ministres qu'on lui met. Elle essaie... Moi, je me souviens, Geoffroy Roux de Bézieux me dit, je suis présidente d'éthique, il me disait, vas-y, toi, moi, je peux pas. Il a raison. Il était assis dans les négociations à droite, la CGT, à gauche, la CFDT. Et il me disait, je suis bien obligé de parler avec eux. Et jamais ils ne pourront s'entendre. Nous avons les mêmes syndicats qui sont politisés, qui ne représentent pas les entreprises. Il faudrait absolument un syndicalisme obligatoire et on paierait pour être syndiqué et la France serait représentée. Nous avons un système qui ne marche pas. Oui, mais je vois, moi j'étais dans une entreprise... Le président du MEDEF, il est là. J'ai pas été au MEDEF ni consulté ni averti de ce qui pouvait se passer depuis que le président est là. Il a autre chose à faire, j'en suis sûre. Mais il y a Croissance Plus, il y a le patronat chrétien, il y a les dirigeants commerciaux de France. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un mot à dire? Le système représentatif devrait fonctionner. Mais parce qu'on ne sait plus ce que sont les syndicats ni ce qu'ils font. Moi, j'étais dans une entreprise avant TF1 où il y avait des syndicats, mais à aucun moment j'ai eu envie d'aller voter. Je ne savais pas la différence les nuances des uns des autres. Mais il faut d'autres syndicats. C'est pas les mêmes qui doivent être là par statut. Ça, c'est le principe de la représentativité qui date de 1945. Pour moi, il y a 3 sujets. Sur la réforme des retraites, il y a 3 sujets. D'abord, mettons-nous à la place contribuable lambda. Ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un système qui est très compliqué, qui est pas certain, qui est pas simple, et on n'est pas sûr d'avoir au bout ce qu'on nous a promis aujourd'hui. Ça, c'est un vrai souci. Évidemment, il peut y avoir des réformes et des modifications, mais on a l'impression, beaucoup ont l'impression d'être des dindons de la farce. C'est pour ça qu'ils sont un peu, à mon avis, beaucoup de Français sont rétifs à différents changements parce qu'ils ont l'impression de toujours se finir par se faire avoir. Premier point. Deuxième point, c'est, vous l'avez dit tous les deux, la question de la représentativité. On a un système aujourd'hui qui marche sur la tête parce qu'effectivement, on a des syndicats qui
sont relativement peu représentatifs, et ça compte beaucoup, puisque si vous pariez sur les corps intermédiaires en disant les corps intermédiaires sont représentatifs d'une partie de la population alors qu'ils ne le sont pas, bien nécessairement vous marchez sur la tête. Mais ça rejoint ce qu'on disait sur l'Assemblée nationale. Si vous faites semblant de croire que les personnes en place sont représentatives alors qu'elles ne sont pas représentatives de ce que veut la population, eh bien, in fine, ça ne peut pas marcher. Donc, de toute manière, ce sujet ne pourra se traiter à la fin qu'avec une assemblée qui soit véritablement représentative pour qu'on puisse trancher. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouvelles réformes, qu'il n'y aura pas de manifestations, qu'il n'y aura pas de complications. Mais à mon avis, il faut tout d'abord avoir un discours très clair, avec un système qui soit simple. Je ne dis pas que c'est simple à mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, on oublie toujours ça. On a des grandes constructions un peu chimériques et il faut que les Français puissent avoir confiance dans leur système de retraite. Il n'y a pas un Français qui croyait qu'on arriverait à quelque chose avec le conclave. Non. Mais le premier jour, on l'a dit. Alors, Frédéric Fougeron. Comme le dit Sophie, je pense que c'était un peu naïf d'imaginer que ce conclave puisse aboutir à quelque chose de positif, en tout cas positif pour tout le monde, puisque personne ne peut s'entendre avec, comme le disait Jérôme, avec des points de vue terriblement opposés. Et nous ne sommes pas dans un pays avec une culture du compromis. Donc on a raison, on a tort, mais on n'a pas envie de partager, d'essayer chacun d'avancer de son côté. Je pense que ce conclave, il avait une intention qui était en tout cas affichée, qui était celle d'essayer de négocier plus ou mieux que ce qui avait pu être fait sur la loi Borne, en tout cas en donner le sentiment. Mais l'intention cachée était peut-être quand même avant tout une opération politique pour gagner du temps, pour permettre au Premier ministre de durer et donc échapper à la censure. Il faut quand même être conscient de ça, et j'imagine qu'on est d'accord sur ce point. Et pour revenir juste sur la réforme des retraites, je dois dire qu'on ne nous parle essentiellement que de l'âge du départ, parce que c'est ce qui parle aux Français. Et alors que la seule vraie question, c'est celle du financement. Si on avait les moyens de faire partir à la retraite tout le monde à 50 ans, je pense qu'on le ferait et ils travailleraient plus tard, ceux qui le souhaitent. Mais pourquoi pas, si on en avait les moyens. Mais travailler, c'est un bonheur. Mais ceux qui voudraient travailler pourraient travailler. Parfois, on ne peut pas. Quand on a plus de 50 ans, on se pousser vers la sortie. Donc la seule question, c'est celle du financement. Donc c'est bien de passer notre temps à parler de l'âge de départ, si est-ce que c'est 63, 2 mois, 64, 4 mois, mais ce qui est derrière, c'est comment on finance et comment durablement on va pouvoir financer ces retraites, parce que les plus jeunes qui défilent aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas vraiment la vision de la retraite qu'ils vont éventuellement toucher ni à quel âge. Beaucoup se disent de toute manière qu'ils n'auront pas de retraite. Il y a tout de même un certain nombre de partis politiques qui sont complètement à côté de la plaque, passez-moi l'expression, qui prônent encore, que ce soit l'extrême gauche ou la droite un peu musclée du Rassemblement national, qui prônent encore le retour à la retraite à 60 ans. Enfin, vous les invitez ce soir, vous allez leur poser la question. Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est responsable d'avoir encore cette mesure dans son programme ? Enfin, tout le monde sait très bien que ça ne marche pas. Mais si vous demandez chez Reconquête, Éric Zemmour a été très clair sur le sujet. Non, mais je ne parle pas de Reconquête, je parle des gens que vous allez inviter ce soir. Il y a des reproches qui ont été faits peut-être là-dessus, mais il a toujours un discours de vérité, le courage de la vérité, et il se dit, bon ben voilà, vous l'avez dit à l'instant, la question c'est celle du financement, il ne faut pas se mentir à nous-mêmes. Si on n'arrive pas à financer la retraite, et bien systématiquement, on perd du temps en disant, bon, on va repousser un petit peu, et in fine, non, mais il y a 10 jours à l'Assemblée nationale, il faut arrêter de mentir aux Français. Il y a une proposition de loi qui a été présentée par le Parti communiste pour revenir à la retraite à 60 ans. Le Rassemblement national l'a voté comme un seul homme. Enfin, ça pose quand même un problème de responsabilité, de crédibilité qui me paraît énorme. Parce que c'est des mesures faites pour séduire, pas pour... Il y avait une chose positive dans l'affaire du conclave qui est malheureusement risque de passer à la trappe. Attends, je termine. Il y avait une chose positive dans ce qui était proposé dans le conclave qui malheureusement va passer à la trappe. C'était, à mon avis, la seule chose positive. C'était de confier la gestion justement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux partenaires sociaux, comme c'est le cas pour les caisses de retraite complémentaires, l'Agirc Arco. L'Agirc Arco est parfaitement gérée, elle est en excédent. Il y a eu un certain nombre de mesures de redressement qui ont été prises par les partenaires sociaux il y a 3 ou 4 ans. Ça porte ses fruits. Moi, je voyais d'un bon œil qu'on confie la gestion de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc le régime général, aux partenaires sociaux. Excellente idée. Voilà. Et d'ailleurs, on a essayé de leur piquer le fric parce qu'ils étaient bénéficiaires. Oui, bien sûr. Et l'État a essayé. On s'est élevé. Dès qu'il y a quelque chose de bénéficiaire, c'est un rose sur le bénéfice. Voilà. Bien sûr. Je vous propose que nous marquions une petite pause et que nous continuions nos débats sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, votre avis fait la différence. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble toujours dans ce 10h midi pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est cette interview qu'a accordée Dominique de Villepin aux Parisiens. Il annonce qu'il lance plus que ça. Son propre parti, la France humaniste. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à Patrick Sébastien. Parce qu'il lançait un grand parti humaniste, le DAR. Vous vous souvenez pas ? Non, je me souviens pas. Voilà, la France humaniste, donc à moins de 2 ans de la présidentielle. Va faire donc, des soirées tough. Il a décidé de lancer son parti en dénonçant une logique de surenchère permanente et il veut revenir sur le devant de la France parce qu'il ne veut pas que les Français soient prisonniers d'un clivage entre la radicalité de LFI et celle du RN. C'est bien Valérie, vous avez noté des citations que j'avais notées. Ouais. Donc pour que les Français ne soient plus prisonniers d'un clivage entre la radicalité de LFI et celle du RN, là je crée mon propre parti. Mais en fait il ne vise que l'électorat de Macron parce que entre le LFI et RN, l'électorat de Macron, l'électorat Horizon, l'électorat socialiste, il réinvente l'eau chaude et quand il dit je suis pas pour la surenchère ni sécuritaire ni budgétaire mais pour une politique d'équilibre et de mesure, j'ai l'impression qu'il a envie de faire du en même temps. Donc ça m'amuse assez de voir ce nouveau mais c'était ironique de voir cette personne vouloir réexister à nouveau. Oui, c'est lui qui avait conseillé la dissolution. C'était lui l'éminence grise. Il a quelque chose de Macron. Et surtout, il a eu un positionnement politique pour le moins étonnant depuis quelques mois, en particulier sur le monde arabe. Donc il a nié avoir des liens avec le Qatar. Il a dit c'est complètement faux. Je ne travaille pas pour le Qatar. Alors après, peut-être qu'on joue sur les mots quand on dit ça, mais il a eu des positions pour le moins étonnantes qui le rapprochaient de la France insoumise plus que de puis on peut se demander d'autres partis. Vous voulez je voulais juste rajouter une chose, dire que effectivement ces positions en tout cas sont surtout appréciées à la fête de l'UMA. Donc effectivement c'est assez étonnant, c'est pas ce qu'on imaginait comme plus fort soutien et quand il dit que justement il est assez confiant parce qu'il a beaucoup de soutien et d'encouragement, encore une fois à part ceux qu'il reçoit des visiteurs de la fête de l'humanité, je suis pas certain qu'il ait beaucoup de troupes derrière lui pour faire autre chose qu'une candidature des témoignages à l'élection présidentielle. Alors, Samuel Lafont. Écoutez Valérie, je pense que la concurrence partisane est bonne, mais il faut quand même rappeler à M. de Villepin que la dernière fois qu'il a lancé un parti, celui-ci était inactif, pour pas dire autre chose, au bout de 2 ans. Donc je ne sais pas si son parti là, va durer plus longtemps. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement Dominique de Villepin, ces derniers mois, voire dernières années, fait parler de lui avec des positions surprenantes, pour pas dire autre chose, dont on se demande si elles sont toujours dans l'intérêt de la France. C'est vraiment les positions françaises qui sont défendues. En tout cas, il fait parler de lui. À mon avis, il est très content de lui. Je pense que c'est une mode qui intéresse pas beaucoup les Français et je l'entends pas beaucoup parler des Français. J'entends beaucoup parler de lui. Il a une bonne cote. Alors attention à la cote, vous direz Frédéric Dabi, c'est-à-dire avez-vous une bonne opinion ? Alors effectivement, il a fait un bond assez spectaculaire dans notre baromètre Paris Match. Sud Radio, IFOP, fiducial, je mets tout dans le désordre, mais ce ne sont pas des intentions de vote. Un auditeur me dit Villepin a depuis longtemps perdu le sens de la mesure. Il se compare à Jeanne d'Arc et à De Gaulle. Il est ridicule. Non, moi je pense que, comme le disait son mentor Jacques Chirac, j'ai l'impression que la France humaniste va faire pchit. Parce que je vois pas très bien où est l'électorat de M. Villepin. Effectivement, tu as raison de dire que son électorat, quand on regarde les sondages sur pas les intentions de vote, parce que les intentions de vote, il a été mis à 2%. Bon, donc c'est pas beaucoup, 2%. Mais sur la bonne ou la mauvaise opinion, la bonne opinion de M. de Villepin, elle vient des électeurs de LFI. Bon, je crains pour M. de Villepin que les électeurs de LFI ne votent jamais pour lui. Puis qu'ils ne soient pas tellement humanistes, les électeurs de LFI, quand même. Je ne vois pas très bien où sont ses parts de marché politique. Je ne vois pas très bien où il veut aller. Alors, je lui souhaite bon vent, mais j'ai peur que son rafio... moi, je ne lui souhaite pas bon vent parce que c'est une catastrophe. Il faut être gentil avec les gens. On ne peut pas multiplier les candidatures. Je suis un humaniste, moi, je suis gentil avec les gens. On ne peut pas multiplier les candidatures. Je suis très gentil avec éthique. Mais là
là où je rejoins Sophie, c'est l'image de la politique, l'image désastreuse de tous ces hommes, principalement, qui on voit l'ego à chaque Valérie, fois. C'est l'obsession présidentielle. Tout passe par la présidentielle dans ce pays, et donc que ce soit pour exister médiatiquement, que ce soit pour vendre un livre, pour n'importe quoi, eh bien naturellement, vous avez peut-être qu'il va sortir un livre la prochaine. Mais il sort un livre demain. Il sort un livre demain. Donc en fait, c'est pour vendre son livre. 2 ans avant l'élection présidentielle, il y a toujours 50 candidats, et puis après ça. Mais après, qu'est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il y aura des idées qui seront défendues pour les législatives, ou est-ce que son parti continuera d'exister pour les législatives? Je pose la question. Notre problème à nous électeurs, mais à eux les politiques, c'est que nous sommes dans l'attente toujours d'un sauveur. C'est-à-dire qu'on pense peu aux idées, on réfléchit peu à la façon de faire évoluer les choses. Non, on attend un sauveur qui va venir avec par miracle tout résoudre, et qu'on va pouvoir aussi ensuite, dont on va pouvoir ensuite se servir comme cible pour le critiquer, puisqu'il n'aura pas tout résolu. Et juste pour revenir sur la candidature de Villepin, je pense qu'il cherche à rassembler donc plutôt à droite et au centre, et en même temps tout en commençant par attaquer bille en tête Édouard Philippe sur la réforme des retraites d'Édouard Philippe. Donc il espère récupérer des électeurs en allant taper sur ceux qui le représentent pour le moment. Je ne vois pas un grand avenir. Sur votre réflexion sur le sauveur, c'est parfaitement exact. Nous avons toujours attendu un sauveur, mais on met dans le terme sauveur quelque chose qui n'est pas. On voudrait un type qui a du courage. Et donc, on appelle ça sauveur, mais c'est juste que vous avez des gens peut-être extrêmement compétents, gentils, vous les mettez là. Il faut un tel courage pour faire les réformes nécessaires, pour tenir ses ministres, pour les choisir, qu'il y a un profil sauveur. Pour tenir l'administration. Il n'y a déjà pas de ministre à la tête des administrations. Les administrations... c'est-à-dire qu'ils changent souvent en ce moment, donc effectivement c'est compliqué. Et donc moi j'ai envie d'un sauveur. Hein. Oui. Est-ce que ce sera Monsieur de Villepin? Difficile à croire. Non, moi c'est David Lisnard là pour l'instant. Oui, écoutez. Bon courage aussi. On verra. Vous vous rendez compte, on est à 2 ans des élections. Et tout le monde parle que les Français ont du mal à boucler leur fin de mois, que la vie est de plus en plus chère. Mais oui, on a 2 ans, Valérie, qui sont fichus. Moi, je voudrais que ça s'arrête. C'est trop long, 2 ans de fichus. C'est insupportable. On va attendre 2 ans pour choisir quelqu'un qui va régler les problèmes immédiats de sécurité, de pouvoir. Ça pose le problème du renouvellement du mandat. C'est-à-dire 2 fois 5 ans, c'est trop long. On voit bien que le deuxième mandat est toujours raté. Le premier parfois réussi. Le deuxième, 1 fois 7 ans, non renouvelable. Non, mais j'ai bien compris. Mais là, on peut pas attendre 2 ans comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut demander à M. Macron. Nous, on l'a dit très clairement dans le programme présidentiel en 2022 d'Éric Zemmour. On considère que la parole n'est pas assez donnée au peuple, que théoriquement, dans la Ve République, on doit pouvoir faire des référendums. C'est ce qu'a choisi le général de Gaulle au début. C'est ce que voulait Michel Debré. C'est aussi pour ça qu'il y a ces institutions. Et finalement, mais qui partent ou pas, c'est pas forcément le sujet. C'est juste que l'Assemblée nationale a un pouvoir qui est extrêmement limité dans la Ve République par rapport à la 4e, par rapport à la 3e, par rapport à nos alliés européens. C'est un choix qui a été fait au début, sauf qu'aujourd'hui on voit les limites de ce choix quand le gouvernement n'agit pas directement pour les Français, qu'il n'a pas de résultat, que l'Assemblée est peu représentative et qu'il n'y a pas de référendum. Donc on se retrouve avec un président complètement satellisé et aucune action pour les Français. Même le référendum ne règle pas le problème. Il faut agir ensuite. Souvenez-vous du référendum de 2005 sur la Constitution européenne qui a été rejetée par les Français. C'est pour ça que c'est pas suffisant. Qui est revenu par la fenêtre, si je puis dire, à l'Assemblée nationale sous Sarkozy et qui a été voté. Tout à fait d'accord. C'est pour ça que c'est insuffisant et que moi je dis que le référendum c'est une solution, mais qu'on a un problème clairement. C'est un moyen. Le référendum, c'est la question qui est importante. En tout cas, il me semble que revenir à un septennat non renouvelable, ça permettrait de régler le problème de la perte de temps du second quinquennat. C'est beaucoup 7 ans et 5 ans non renouvelables. C'est long 7 ans aujourd'hui. C'est trop long 7 ans. Ah oui, mais 5 ans c'est pas assez. Alors là, permettez-moi de vous dire que 5 ans c'est trop juste. Alors 6 ans. Ce qui est sûr, c'est que les Français, pendant ce temps-là, c'est les Français qui n'ont pas de résultat. Et c'est ce qu'ils attendent des politiques. C'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui votent plus. Quelques mots pour dire que donc le cessez-le-feu annoncé par Donald Trump dans un tweet relativement surréaliste, c'est-à-dire que, on dirait je vais dire le mot, on dirait un débile qui écrit des tweets. Vous savez, les débiles parfois qui vous écrivent et qui mettent les mots en majuscules pour que vous compreniez bien, écrit en gros ceasefire et tout. Tout était lunaire. Qu'est-ce qu'il disait exactement? Il disait j'annonce un cessez-le-feu. Il a annoncé la fin de la guerre des 12 jours. La fin de la guerre des 12 jours et qui
il dit God bless America, God bless Iran, que Dieu bénisse l'Iran, que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse. Donc voilà, ça y est, j'ai réglé la guerre en 12 jours. Sauf que ce matin, le ministre de la Défense israélien dénonce une violation du cessez-le-feu de la part de l'Iran. L'Iran dément, l'Iran menace d'attaquer. Enfin, mais Trump nous avait déjà fait le coup avec les Houthis, vous vous souvenez, il avait dit ils ont capitulé en pleine nuit, il avait fait un tweet, ils ont capitulé, tout ça était en majuscule effectivement dans son tweet, et le lendemain il y avait un missile Houthi qui était balancé. Bon, c'est du Trump. C'est moyennement drôle. Non, mais visiblement, le cessez-le-feu ne va pas tenir. C'est en même temps le jeu de l'influence. On peut pas considérer que... Vous savez, on parle beaucoup d'influence, on parle de guerre informationnelle, et en même temps qu'un certain en font. Alors, on peut ne pas aimer les méthodes, je comprends, mais ça joue d'annoncer des choses. Et lui, il est en plein dedans. C'est certain qu'il est en plein dedans. Et il a dit que ça irait très mal s'il ne respectait pas le cessez-le-feu. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on commente ses propos. Je ne suis pas certain qu'à New York, en ce moment, ils sont en train de commenter les gesticulations d'Emmanuel Macron. D'accord, mais c'est pas la même dimension. Ça a toujours été le cas quand vous allez aux États-Unis. J'aime mieux Macron que comme la façon dont on commente Trump. Quoi qu'on pense de Jacques Chirac ou évidemment les Charles de Gaulle, mais c'était pas le même niveau. Là, on a un président qui est en train de juste de gesticuler et qui n'est pas du tout écouté. On espère qu'il ne gesticulera pas en ce qui concerne Boualem Sansal. Je vois beaucoup de réactions qui reprochent à la France d'avoir usé de la diplomatie, d'une diplomatie qui a été totalement inefficace. Il est venu en bateau par les Algériens. Tout à l'heure. Moi, j'aime bien Bruno Retailleau. Je trouve que sa politique qu'il mène et va dans le bon sens, mais sur ce sujet-là, il est complètement en dessous de ce qu'il faudrait faire. Il peut pas. S'il peut pas, on s'en va. Quand on peut pas, on s'en va. Oui, mais alors s'ils s'en vont tous, il va rester quoi? Non, il s'agit pas de s'en aller tous. Mais il y a un moment dans sa réflexion personnelle, on se dit je ne peux plus agir, je m'en vais. J'aimerais bien qu'ils expliquent pourquoi ils peuvent pas agir très concrètement. Qu'est-ce qui bloque? Dites-le nous si vous pouvez. Sinon, c'est un manque de volonté. Vous parliez-vous de courage. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je veux bien que ce soit complexe, mais c'est facile d'avoir des gens qui disent toujours qu'ils peuvent rien faire. Le ministre des Affaires étrangères va dire au ministre de l'Intérieur qui se mêle de ce qu'il regarde. On est tétanisé par l'Algérie, on est tétanisé par le pouvoir algérien. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.